Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Pour l'histoire d'aujourd'hui sur The Crime Reel, nous allons nous rendre à Skidmore, dans le Missouri. Situé dans le Midwest des États-Unis, Skidmore connaît une population en déclin constant, actuellement estimée à environ 250 personnes, contre environ 400 dans les années 1980. La ville est située sur une colline au-dessus de la rivière Nodaway. Entourée de terres agricoles et, malgré sa petite population, elle a, au fil des années, été le théâtre de crimes particulièrement choquants. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la vie et les crimes de Ken McElroy. Ken Rex McElroy était né le 1er juin 1934. Il était le 15e des 16 enfants nés de Tony et Mabel McElroy. Pour cette famille nombreuse, l'argent manquait et la vie était difficile. Ses parents, fermiers métayers, payaient leur loyer en récolte et dépendaient fortement du rendement annuel. Enfant, Ken a subi une grave blessure à la tête dans la ferme de SES Parents. Il s'est tombé d'une charrette à foin et a dû subir l'implantation chirurgicale d'une plaque en acier dans la tête. Beaucoup se sont demandé si cette blessure importante avait conduit au trait de personnalité extrême qu'il a affiché tout au long de sa vie. Il a quitté l'école très jeune, incapable de lire ou d'écrire, et il s'est rapidement lancé dans une carrière criminelle. À l'âge de 13 ans, il était déjà bien connu de la police locale. Ken a commencé par commettre des délits relativement mineurs, volant d'abord du bétail qu'il revendait ensuite aux enchères ou à ceux qui savaient qu'il valait mieux ne pas demander d'où provenaient les animaux. Il aurait été impliqué dans de nombreux vols locaux, allant des antiquités à l'alcool, des céréales à l'essence. À mesure que sa confiance grandissait, il devenait de plus en plus arrogant, croyant que la loi ne s'appliquait pas à lui, et SS Crime prenait alors une tournure beaucoup plus sinistre. C'était un homme violent au tempérament colérique, également connu pour être un grand séducteur et un buveur invétéré. Dans les années 1960 et 1970, Ken dominait Skidmore en y instaurant une culture de peur totale. Bien qu'il ait été poursuivi au moins 20 fois, il a réussi à éviter la condamnation à chaque fois. Il intimidait tous les témoins qui devaient témoigner contre lui, souvent en se garant devant chez eux et en les observant en silence, et il se disait que ceux qui se préparaient à témoigner ouvraient leur boîte aux lettres pour y trouver des serpents à sonnette. Avec l'argent qu'il a gagné grâce à sa longue série de crimes, Ken a pu engager Richard Gene McFadden comme avocat de la défense. Richard était un avocat extrêmement prospère qui ne cachait pas qu'il utiliserait toutes les astuces et les ventes possibles pour protéger SES clients. Ken s'est marié 4 fois et a eu plus de 10 enfants avec différentes femmes. Beaucoup de CES mères étaient quant elles-mêmes à peine des enfants, et pourtant, il n'y a jamais eu de poursuite réussie contre lui. En 1970, Ken a rencontré une fille du nom de Trina McLeod. Elle n'avait que 12 ans dès Laurence. À l'époque, elle a subi de nombreux sévices de sa part et, en quelques années, elle était enceinte de son enfant. Après la naissance de leur petit garçon, elle a essayé de s'échapper de Ken. Elle s'est enfuie chez SES Parents en emmenant leur nouveau-né avec elle. Ken n'était pas prêt à les laisser partir. Il a suivi Trina chez SES Parents et a ramené de force elle et le bébé à la maison. Avant de partir, il a abattu le chien de la famille, puis a incendié la maison de SES Parents pour leur donner une leçon à tous. Lors d'un rendez-vous chez le médecin local, Trina a révélé les détails des violences et qui s'étaient passées chez SES Parents. Ken faisait maintenant face à de multiples chefs d'accusation, dont incendie criminel, agression et abus sexuels. Afin d'éviter ces accusations, il a cherché une faille dans la loi. Il a rapidement découvert que s'il épousait Trina, elle ne pourrait pas témoigner contre lui. Cependant, en raison de son âge, Ken avait besoin de l'autorisation des parents de Trina pour l'épouser. Il a lancé une campagne d'intimidation contre les parents de Trina et a menacé de brûler leur nouvelle maison jusqu'à ce qu'ils cèdent et donnent leur permission à Ken d'épouser leur fille.
Encore une fois, toutes les accusations contre lui ont été abandonnées. Ken a continué à vivre sa vie comme il l'entendait, sans se soucier de la loi. Les habitants de la ville vivaient trop dans la peur de Ken. C'était un homme imposant, mesurant presque 1,80 m et pesant 123 kg, qui portait toujours une arme sur lui, intimidant et menaçant, quiconque osait croiser son chemin. Le 27 juillet 1976, un fermier nommé Roman Henry a trouvé Ken en train de tirer avec des armes sur sa propriété. Roman a défié Ken, qui a répondu en tirant 2 fois sur Roman dans le ventre. Heureusement, Roman a survécu, et Ken a été inculpé d'agression avec intention de tuer. En attendant que l'affaire soit jugée, Ken a lancé une campagne de harcèlement contre Roman, et il est dit que Ken s'est garé devant la maison de Roman plus d'une centaine de fois. Lorsque le procès a finalement commencé, plusieurs personnes ont fourni un alibi à Ken, et il a de nouveau été acquitté. Au fil du temps, Trina s'est mise à défendre Ken davantage. Toutes les accusations qu'elle portait contre lui ont été retirées, tout comme celles de beaucoup de SES autres victimes. Elle a commencé à attribuer l'incendie de la maison de sa famille à un problème de câblage défectueux et a commencé à accompagner Ken lors de nombreux déplacements pour harceler ceux qui portaient plainte contre lui. Personne à part Trina et Ken ne sait ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de leur mariage, pour effectuer ce changement de version. En juillet 1980, Ken, Trina et une des filles de Ken sont allés à l'épicerie de Skidmore. Ce magasin appartenait à un homme de 70 ans, Bo Boenkamp, et à sa femme Lois. Pendant la visite, la fille de Ken a pris une barre chocolatée qu'on lui a demandé de rendre car elle ne l'avait pas payée. Ken et Trina sont entrés dans une colère noire, s'en prenant à Bo et Lois avec une tirade d'insultes truffées de jurons. Lois Boenkamp a tenté de leur expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu pour apaiser la situation avec Ken. Cependant, Ken refusa de laisser passer cela et lança une campagne d'intimidation contre le couple âgé. Il commença à s'asseoir devant leur maison dans son pick-up chaque nuit, tirant souvent des coups de feu en l'air. Les Boenkamp étaient terrifiés et en vinrent à dormir à tour de rôle chez leurs voisins. Puis, un soir à la fin du mois de juillet 1980, Bo Boenkamp se trouvait à l'extérieur, près de la zone de chargement à l'arrière de son épicerie. Ken s'est approché de lui et lui a tiré dans le cou avant de repartir rapidement dans son camion. Richard Stratton, un agent de la patrouille routière, a appris cet incident et a supposé que Ken essaierait de quitter le comté en passant par la ville voisine de Fillmore. Richard a retrouvé Ken et l'a arrêté. Bo a été transporté d'urgence à l'hôpital et a heureusement survécu. Ken a immédiatement contacté son avocat, Richard McFadden, qui a commencé à préparer la défense selon laquelle Ken avait agi en légitime défense parce que Bo avait tenté de l'attaquer avec un couteau. Au même moment, Ken a continué à harceler la famille Boenkamp, mais malgré leur peur absolue, ils sont restés forts. Les habitants de la ville ont mis au point un moyen de communiquer en code en envoyant des enfants à l'épicerie acheter des articles anodins pour prévenir les Boenkamp que Ken était en route. Leur force semblait porter ses fruits et, à l'été 1981, Ken a finalement reçu sa première condamnation, bien que CE soit pour l'accusation moindre d'agression au second degré. Il a été condamné à 2 ans de prison. Cependant, tout soulagement ressenti dans la ville a rapidement laissé place à la frustration lorsque Ken a été libéré sous caution de $40 000 en attendant l'appel de sa condamnation. Le lendemain de sa libération sous caution, Ken est entré dans le D&J Tavern and Pool Hall à Skidmore avec un fusil muni d'une baïonnette. C'était une violation flagrante de sa caution. Et puis Ken a commencé à se vanter de la façon dont il allait en finir avec les Bowen. Une fois de plus, la ville était terrifiée. Les témoins qui l'ont vu avec l'arme ont transmis l'information au procureur du comté pour essayer de faire révoquer sa caution. La ville s'est mobilisée autour des témoins et les a escortés à l'audience pour s'assurer qu'ils étaient des protégés et pour montrer la solidarité d'une ville qui avait été poussée à SES limite. Son avocat Richard McFadden a obtenu le report de l'audience. Les habitants de la ville étaient indignés et ont organisé une réunion au American Legion Hall de Skidmore le 10 juillet 1981.
De nombreux habitants de la petite ville y ont assisté et ont profité de la réunion pour discuter avec le shérif Danny Estes de CE qu'on pouvait faire au sujet de Ken. Ils avaient peut-être déjà adressé une pétition au gouverneur, au procureur général et aux législateurs, sans succès. Le contenu de cette réunion reste inconnu. S'agissait-il d'un plan pour protéger les témoins ? Ou bien d'une discussion sur la façon de résoudre définitivement le problème de Ken ? Alors que la réunion touchait à sa fin, la rumeur commençait à se répandre que Ken et Trina buvaient dans la taverne du village. Les habitants quittèrent la salle de la Légion et se dirigèrent vers la taverne D et G. À leur arrivée, Trina et Ken, qui portaient toujours son fusil avec la baïonnette fixée et un pack de 6 bières, montèrent dans son Chevy Silverado, prêts à partir. Entouré par une foule d'environ 50 personnes, des coups de feu furent tirés sur la voiture et Ken fut touché à 2 reprises. Personne n'a appelé d'ambulance. Et personne n'a rien vu. Ken est mort sur le siège avant de son pick-up, sa femme Trina assise à côté de lui, indemne mais bouleversée. La police est finalement arrivée et a trouvé des douilles, provenant de 2 armes différentes, un Magnum calibre 22 et un Mauser de 8 mm. Les armes n'ont jamais été retrouvées. Ken avait été abattu par 2 personnes différentes, l'une tirant depuis l'avant du camion, et l'autre depuis l'arrière. Trina affirmait connaître l'identité de l'un des 2 tireurs, mais faute de preuves définitives, personne n'a jamais été inculpé, et il a été conclu que Ken avait été tué par des personnes inconnues. De nombreuses personnes impliquées dans cette affaire sont aujourd'hui décédées. Le shérif Danny Estes, le patrouilleur Richard Stratton, l'homme accusé du meurtre de Ken par Trina, ainsi que Trina elle-même. Il est donc peu probable que nous connaissions un jour toute la vérité sur CE qui s'est passé cet été-là, en 1995. La ville s'est-elle rendue coupable de meurtre, ou la justice a-t-elle été rendue par les habitants d'une ville continuellement abandonnée par la loi ? Et un autre détail de cette affaire. Il existe un film de 1991 intitulé « En plein jour » qui raconte toute l'histoire de Ken McElroy. Veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous pour ceux qui reviennent sur l'une de mes vidéos. Merci d'être là et de me soutenir. Pour finir la vidéo, place aux délits mineurs et aux animaux de compagnie de nos spectateurs pour que tous les voient non. Après avoir traité une affaire horrible, Peter a envoyé Pearl. Pearl est une chanteuse. Désolé, Pearl est un labrador. Peter me dit que Pearl est le chien de son colocataire et qu'elle appartient en fait à Eric. Pearl vient de Windsor en Pennsylvanie et partage CE magnifique jardin avec sa maman Opal, et il y a aussi Frosty. Passons à autre chose avant que quelqu'un ne demande CE qui se passe ici. En tout cas, 3 chiens merveilleux, choyés avec amour par Eric et aussi Pierre. Merci de les avoir envoyés, merci d'avoir écouté le Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir.